TFR. Bonjour tout le monde, bienvenue à la balado-diffusion du Bulletin F1. Je suis votre animateur Abdoussal et ceci est l'épisode numéro 21, aussi appelé l'épisode Esteban Gutiérrez. Il s'agit du numéro de course du pilote mexicain qui a été en Formule 1 lors des saisons 2013, 2014 et 2016. Étant champion de la série GP3 en 2010 et un pilote très redoutable en GP2 en 2011 et 2012, Gutiérrez arrive comme pilote titulaire chez Sauber avec le soutien de l'homme le plus riche, Carlos Slim. Ses débuts chez Sauber sont très difficiles. Il est largement dominé par son coéquipier Nico Hülkenberg et ne parvient qu'à obtenir ses premiers points, et ses seuls d'ailleurs, lors du Grand Prix du Japon, où il termine 7e, derrière Hülkenberg. Il est reconduit pour la saison 2014, mais il connaît une autre saison difficile, voire même pire. Le Mexicain, bien qu'à égalité avec Sutil en qualification, connaît des courses assez brouillonnes, et entre autres, il a perdu les chances de marquer ses seuls points de la saison à Monaco alors qu'il était 8e et un bête accident lui force à abandonner cette course. Évidemment, on ne parlera pas de son tonneau que Pastor Maldonado lui a infligé lors du Grand Prix de Bahreïn en 2014. Après cette saison très difficile où il ne marque aucun point, Gutiérrez est nommé pilote de réserve chez Ferrari pour la saison 2015 avant de se retrouver encore une fois titulaire chez la nouvelle écurie Haas aux côtés de Romain Grosjean. Lors de cette saison 2016, il accumule énormément de 11e place. Résultat, il ne marque pas de points alors que Grosjean réussit à inscrire de très bons résultats pour l'équipe américaine. Alors, en Formule 1 en 2017, il est signé comme pilote réserve chez Mercedes, ce qui est encore le cas aujourd'hui. Au menu cette semaine, on parle du Grand Prix de Singapour, une épreuve que j'adore et dont j'aimerais vous partager mon amour, en fait, et un peu d'histoire sur ce Grand Prix nocturne. Mais avant tout, mesdames et messieurs, démarrez vos moteurs, c'est un départ. D'abord, veuillez m'excuser pour la voix, les reniflements et peut-être les certains tout parce que je suis malheureusement enrhumé, mais ça ne m'empêche pas d'enregistrer l'épisode. Donc, si vous m'entendez en fait renifler ou faire des petits toux en fait, c'est tout à fait normal. Donc, j'espère que pour qu'on revienne sur le Grand Prix de Singapour, j'espère me sentir mieux. Bref, avant de parler de l'histoire de ce Grand Prix très spécial, il faut qu'on parle de l'actualité. Parce que au moment d'enregistrer, on a eu deux grosses nouvelles. La première, c'est au niveau du marché des transferts. Puisque ce matin, en fait, jeudi matin, heure du Québec, on a appris que Romain Grosjean allait rester pour une autre saison chez Haas et que Robert Kubica, lui, allait quitter l'écurie Williams à la fin de la saison 2019. Grosjean a vu son contrat être prolongé pour la saison 2020, donc il va garder Kevin Magnussen, dont le pacte était déjà signé. Alors, pour la saison 2020, ce sera l'année de la stabilité. Une autre année de stabilité chez Haas. Il y en a beaucoup qui pensent que
Grosjean ne mérite pas d'avoir une autre chance en Formule 1, voire même, chez Haas, voire même en Formule 1. Mais il faut comprendre que cette année, euh, Grosjean, ce n'est pas de sa faute si sa saison n'est pas une réussite. La voiture, à travers ses nombreuses, certaines évolutions, ne fonctionne pas. Et c'est lui-même qui a dit, guys, il y a un problème avec la voiture, avec la nouvelle évolution, il y a plein de problèmes à gauche et à droite. C'est mieux si on reste avec l'ancienne, en fait avec la version originale. Et à quelques courses, Grosjean était plus rapide que Magnussen, qui lui roulait avec la VF19 2.0, donc le nouveau châssis de la Haas. Malheureusement, il a été malchanceux. Euh, le premier Grand Prix de la saison en Australie, où son écurie a encore eu des problèmes d'arrêt au puits, et en Espagne, lorsque Kevin Magnussen a joué les durs et en ne respectant pas la première règle de la course automobile, ne jamais accrocher votre coéquipier. Bon, ils ne se sont pas accrochés, mais Grosjean avait des chances de marquer de gros points. Il s'est presque retrouvé à l'extérieur des points. En gros, c'est pas une mauvaise saison pour Grosjean. Oui, ça aurait pu être mieux, mais il ne faut pas entièrement blâmer le français. Et je pense que c'est normal aussi parce que l'équipe a besoin de rebondir. Il a perdu son sponsor. Le sponsor dont on ne veut pas dire le nom. Mais le développement de la voiture est un échec. Et avoir quelqu'un qui est capable de remonter les troupes, même si on entend chialer à la radio plusieurs fois, ben ça peut aider. Je sais que c'est pas un choix populaire parce que beaucoup s'attendaient à ce que ce soit Nico Hülkenberg, qui n'a pas de contrat chez une autre écurie après avoir été remercié par Renault à la fin de la saison. Mais je pense que Grosjean était un meilleur choix. Est un choix logique dans les circonstances où l'écurie américaine veut revenir au sommet du milieu du peloton, comme il l'avait fait l'année passée. Ça s'était très bien passé. Grosjean a eu une certaine période d'accalmie, mais ça s'est très bien passé pour la deuxième partie de la saison. L'écurie a essayé de bâtir sur cette magnifique année pour continuer en 2019. Ça n'a pas fonctionné. Donc, personnellement, Grosjean avec As pour une autre saison, c'est peut-être pas un choix populaire, mais en quelque sorte, c'est logique. Sinon, il y a Robert Kubica, lui, qui a décidé d'aller voir ailleurs. En effet, le pilote polonais, avec son magnifique retour, je vais en parler un peu plus tard, a décidé de mettre fin à son association avec Williams à la fin de la présente saison 2019. Actuellement, Kubica a un point inscrit lors du ce fou Grand Prix d'Allemagne. Évidemment, il a hérité des pénalités imposées au Alfa Romeo. Mais quand même, Kubica, oui, son retour est difficile en termes de performance, mais c'est une très belle histoire. Et je pense que ça montre aussi la détermination de ce pilote que tout le monde, presque tout le monde a adoré lorsque il était au sommet de son art, presque au sommet de son art chez BMW Sauber et aussi avec Renault. D'ailleurs, petite parenthèse, le Grand Prix de Singapour 2010 où il réussit à dépasser plusieurs pilotes après un arrêt au puits pour aller chercher de gros points avec Renault, ça c'est une de ses plus belles performances. Évidemment avec son podium à Monaco avec Renault et évidemment sa victoire au Grand Prix du Canada chez BMW Sauber en 2008. Pour ceux qui ne le savent pas, Kubica est en Formule 1 depuis 2006, remplaçant Jacques Villeneuve
avec BMW Sauber. Il quitte l'écurie pour aller chez Renault en 2010, qui change de nom pour Lotus. Et malheureusement, en pleine séance d'essai privé, alors qu'il participait à une course de rallye en Italie, il a un terrible accident, il passe proche de mourir et cet accident a endommagé une partie de son bras. Il est resté sans courir pendant des années et en 2017, il revient pour la Formule 1 avec Renault en faisant des tours avec une vieille Formule 1 jusqu'à ce qu'il soit embauché par Williams comme pilote d'essai de développement aux côtés de Lance Stroll et de Sergei Sirotkin, deux très jeunes pilotes. Donc Kubica servait un peu de grand frère. Et en 2019, lorsque les deux pilotes sont partis, eh bien, Kubica a hérité du volant, d'un des deux volants, avec George Russell, la recrue. Quand je disais en termes de performance, c'est très compliqué. À presque chaque Grand Prix, il se fait battre par George Russell, mais c'est lui qui a le point de Williams. Et oui, il finit à 2 ou 3 tours du meneur, mais contre une jeune recrue qui a été sacrée champion en Formule 2 et qui a un très bel avenir devant lui, c'est sûr qu'il n'arrivait pas à tenir le coup, mais sa détermination, c'est ce qui nous fait apprécier ce personnage. Et j'espère que l'employeur, que ce soit probablement Racing Point comme pilote de réserve ou d'essai, parce que il y a des rumeurs comme quoi un de ses sponsors aurait rencontré des dirigeants de Racing Point pour un éventuel contrat euh, de pilote de réserve ou d'essai, ou bien même en DTM, mais malheureusement Audi, qui était la marque approché par Kubica, a décidé de dire non, on a déjà nos pilotes d'usine. Eh ben, j'espère que, peu importe où il va aller, j'espère qu'il va s'amuser là-bas. Parce que, oui, c'est amusant en Formule 1. Oui, les performances n'étaient pas là, mais le plus important, c'est qu'il probablement il va aider Williams à revenir tranquillement dans la course au peloton, ou bien même à sortir du fond du trou. À sortir du trou, devrais-je dire. Donc, si Kubica s'en va, qui devrait le remplacer? La- les yeux se tournent probablement vers Nicolas Latifi, le pilote canadien, qui est pour l'instant deuxième au championnat de Formule 2 chez Dams, mais il ne peut avoir un volant complet avant la saison prochaine en Formule 1, puisque il doit accumuler un minimum de 40 points sur 3 ans pour obtenir la super licence complète, donc comme ce qu'Alexander Albon, Lando Norris et George Russell ont obtenu lorsqu'ils ont terminé dans le top 3 du championnat de Formule 2, en plus de leurs années précédentes. Mais Latifi, lui, a déjà participé à quelques essais libres du vendredi, entre autres une lors du Grand Prix du Canada cette année. Donc, probablement que Kubica serait remplacé par Nicolas Latifi, à moins que Williams décide de rapatrier Nicole Hülkenberg, puisque c'est avec cette écurie que le grand Allemand avait disputé en fait sa première saison en Formule 1, c'était avec Williams aux côtés de Rubens Barrichello. Donc tout ça est à suivre, mais je pense qu'il reste pas mal deux places. Une chez Alfa Romeo, parce qu'on sait que Kimi Raikkonen va revenir pour 2020. Je pense personnellement qu'Antonio Giovinazzi devrait rester. Et l'autre chez Williams, puisqu'on sait que George Russell, lui, a un contrat de plusieurs saisons avec Williams, même s'il est un pilote Mercedes. Donc, tout ça est à suivre. Il reste encore des volants, puis on n'a pas encore fini de parler du marché des transferts en Formule 1.
Passons maintenant au sujet principal de ce podcast, qui est le Grand Prix de Singapour qui aura lieu cette fin de semaine sur le circuit de Marina Bay, évidemment dans la cité-État de Singapour. J'en parle parce que c'est un Grand Prix qui est très différent. Oui, il est long parce que c'est une course qui dure maximum 2 heures. On atteint la limite des 2 heures. C'est une course qui est très difficile, autant physiquement et mentalement pour les pilotes, parce qu'il fait chaud et c'est humide, mais aussi parce que c'est une course nocturne. Ce que, avant 2008, personne n'aurait jamais cru pouvoir réaliser, parce que c'est un Grand Prix qui est disputé aux heures européennes. Donc, la course commence aux alentours de 20 heures. Donc, en Europe, il est 14 heures, par exemple, en France, en Allemagne. Donc, dans l'Europe centrale, 13 heures en Grande-Bretagne. Donc, voilà pourquoi ce Grand Prix de Singapour est disputé la nuit. Mais aussi parce qu'on voulait faire quelque chose de différent. Mais c'est un Grand Prix qui est exceptionnel. Oui, parce que c'est beau. Singapour, la nuit, c'est beau, c'est une belle ville. C'est un beau pays, une belle ville, avec une culture exceptionnelle que j'aimerais découvrir le jour où j'irai là-bas. Mais le Grand Prix de Singapour en tant que tel est un Grand Prix qui nous a donné beaucoup, beaucoup de faits marquants. Oui, le Grand Prix de Formule 1 de Singapour est vieux de 11 ans, mais le pays a eu un passé de course automobile. Le tout a commencé en 1961 avec la présentation du Orient Year Grand Prix disputé sur le circuit urbain de Thomson Road. Malheureusement, le circuit n'existe plus parce qu'il a été remplacé par une petite forêt puis des autoroutes. L'année suivante, l'événement fut renommé le Grand Prix de Malaisie. Pourquoi le Grand Prix de Malaisie? Parce que Singapour était encore affecté avec la Malaisie jusqu'à l'indépendance de la cité-État en 1965. Lorsque le petit pays a eu son indépendance cette année-là, le nom de l'épreuve prit le sobriquet officiel de Grand Prix de Singapour. La course fut disputée jusqu'en 1973 suite à nombreuses contraintes reliées à la route et suite à 2 accidents mortels, la course fut annulée pour de bon. Mais en 2007, Bernie Ecclestone et le gouvernement singapourien annoncèrent la tenue d'une course de F1 à Singapour pour septembre 2008. Elle devint ainsi la première épreuve entièrement nocturne de l'histoire du sport. Juste pour vous donner une idée de à quel point ce Grand Prix est énorme, il y a plus de 1500 lampadaires qui ont été installés autour des 5 km du circuit afin d'offrir des conditions d'éclairage optimales. Donc, en gros, pour le pilote qui est à l'intérieur de son bolide, c'est comme s'il voyait une course de jour. C'est pour ça qu'il y a autant de lampadaires pour offrir une meilleure visibilité. Et l'éclairage est même 4 ou 5 fois plus puissant que, par exemple, le stade de Saputo à Montréal lorsque l'Impact joue en soirée. C'est énorme, c'est gros. Vous voyez un peu la même chose avec Bahreïn qui récemment, depuis 5 ans, est devenue une course nocturne, mais aussi à Abu Dhabi aussi, lorsque la course se termine en pleine soirée. Donc, ça prend beaucoup, beaucoup de lampadaires pour un Grand Prix nocturne. Bref, la première course a eu lieu en 2008 et c'est Fernando Alonso sur Renault qui la remporta de manière controversée. Controversée, pourquoi? Parce que la veille, Alonso souffrit d'un problème de pompe à essence qui l'élimina de la Q1. Pourtant, l'Espagnol était parmi les plus rapides en piste. Alors, il partait 15e.
Lors de l'épreuve, il s'est arrêté au 12e tour au puits, au moment où il y avait encore les ravitaillements d'essence. Et 2 tours plus tard, son coéquipier Nelson Piquet Jr. accidenta volontairement sa Renault au virage 17, entraînant la sortie de la voiture de sécurité. À l'époque, les arrêts au stand en début de période de neutralisation étaient interdits sous peine de pénalité de stop and go. Cet accident permit donc à Alonso de se retrouver parmi les meneurs de la course. Aussi, Ferrari rata le ravitaillement en essence de Felipe Massa, alors en tête de l'épreuve. À sa sortie des puits, il se retrouva dernier, alors qu'Hamilton se retrouvait en position de podium. En fait, il a terminé sur le podium, troisième même si je me souviens bien, euh, derrière Alonso et Nico Rosberg. La guerre du championnat des pilotes tournant en faveur du Britannique suite à cette mésaventure. Et grâce à cette stratégie, Nando donna une première victoire à Renault en 2 ans. Donc, c'était une première victoire depuis le Grand Prix du Japon 2006. Cependant, 1 an plus tard, Piquet fut congédié par l'écurie française et dénonça la tricherie. Il reçut l'ordre d'envoyer sa voiture dans le décor afin qu'Alonso puisse se battre pour la victoire par le biais d'un arrêt au puits en début de course. La FIA enquêta sur la séquence et reconnut qu'il y a eu bel et bien de la triche. Flavio Briatore, le patron de l'écurie, et Pat Simmons, l'ingénieur en chef, furent radiés à vie et pour 5 ans respectivement de la Formule 1. Par contre, Briatore contesta sa suspension et vit sa radiation être annulée et reçut une amende de 1500 €. Alonso, quant à lui, garda sa victoire étant donné qu'il n'était pas impliqué dans la triche. Suite à cette polémique, la banque néerlandaise ING décida de retirer le partenariat avec Renault juste avant l'épreuve de Singapour 2009. En 2010, cette édition est probablement la meilleure des 11 Grands Prix singapouriens. On assista à une belle bataille entre Alonso, maintenant chez Ferrari, et Sebastian Vettel. Les deux se battaient pour la victoire du début jusqu'à la fin. Il y a eu aussi l'abandon très frustrant de Lewis Hamilton qui, pour un deuxième Grand Prix consécutif, fut impliqué dans un accrochage, mais cette fois-ci c'était avec la Red Bull de Mark Webber, ce qui endommagea sérieusement ses espoirs d'aller gagner le championnat. Et on avait aussi les prouesses de pompier d'Heikki Kovalainen, dont sa Lotus Racing prit feu après un léger accrochage avec la Toro Rosso de Sébastien Buemi. Pour son premier Grand Prix nocturne, devrais-je dire, Michael Schumacher fut impliqué dans divers incidents en piste, mais parvint à terminer 13e. En 2011, si Sebastian Vettel domina entièrement l'édition de 2011, le sujet de conversation était l'accrochage entre Felipe Massa et Lewis Hamilton. Hamilton accrocha l'arrière de son rival brésilien, entraînant des dommages à son aileron avant et une crevaison au pneu de Massa. Après la course, ce dernier alla narguer Hamilton en le félicitant sarcastiquement pour sa course. Et évidemment, le Britannique n'appréciait guère les paroles, et ce n'était qu'un épisode de leur confrontation, car les deux se sont rencontrés à plusieurs autres reprises durant la saison. En 2012, c'était un Grand Prix assez spectaculaire, mais il y a un événement qui allait avoir une influence sur la suite.
Non, il ne s'agit pas d'un accident bête de Michael Schumacher qui euh, heurta l'arrière de Jean-Éric Vergne. Non. Écoutez ça. Parti en pole position, Lewis Hamilton dut se retirer de la course lorsque sa boîte de vitesse le lâcha au 23e tour, permettant à Sébastien Vettel de s'emparer de la tête de l'épreuve et ainsi de la victoire. Quelques jours plus tard, on apprit qu'il avait officiellement signé chez Mercedes en remplacement de Michael Schumacher pour les 3 prochaines saisons. Personne n'avait vu cette nouvelle, mais elle donnait raison à Eddie Jordan qui avait lancé cette nouvelle folle. Mais en vérité, c'est parce que Niki Lauda, le regretté Niki Lauda, avait parlé avec Lewis Hamilton pour essayer de le convaincre de se joindre avec Mercedes. Et on avait appris la semaine dernière que Hamilton n'était pas le choix numéro 1 de Mercedes, mais il voulait aller euh, embaucher Nick Heidfeld. Qui aurait cru qu'une boîte de vitesse endommagée et aussi une conversation de Niki Lauda allait affecter grandement Lewis Hamilton, McLaren, Mercedes et la Formule 1, autant dans le bon que du mauvais côté. Du mauvais côté, évidemment, on parle de McLaren. En 2013, tout comme en 2011, Sébastien Vettel écrasa la compétition au volant d'une très compétitive Red Bull. Ce fut son 3e succès consécutif sous les projecteurs du petit pays. Moins de chance pour son coéquipier, Mark Webber, qui vit sa monoplace prendre feu dans les derniers tours de la course. Heureusement, il compta sur Fernando Alonso pour le ramener en puits comme taxi, mais malheureusement, la FIA n'était guère impressionnée de cela puisque Webber a traversé la piste tout de suite après la fin de la course alors qu'il restait encore des voitures. Il reçut une réprimande, sa 3e, il avait obtenu une pénalité de 10 places sur la grille pour le Grand Prix suivant qui était en Corée. En 2014, battu par Hamilton par seulement 7 millièmes de seconde, Nico Rosberg sur Mercedes fut victime de soucis informatiques sur son volant et fut forcé à abandonner. Avec cette victoire, Hamilton reprit les commandes du championnat des pilotes par 3 points. Mais ce Grand Prix fut aussi le dernier que le Français Jules Bianchi compléta avant de subir ce terrible accident au Grand Prix du Japon, l'épreuve suivante, qui lui sera malheureusement fatale. En 2015, nouvelle écurie, même habitude. Embauché par Ferrari en 2015, Sébastien Vettel n'hésita aucunement à garder sa routine, effectivement. Gagna Singapour de manière décisive. Même si l'écart avec le deuxième était moins de 2 secondes, l'Allemand avait dominé l'épreuve. Hamilton, quant à lui, abandonna pour la 2e fois à Marina Bay suite à un problème de groupe propulseur. Aussi, fait un peu cocasse, un homme entra sur la piste, provoquant la sortie de la voiture de sécurité. Il sera par la suite emprisonné. En 2016, à son 200e Grand Prix, Nico Rosberg s'est offert un très beau cadeau. Une belle victoire à Singapour, alors qu'il résista aux attaques de Daniel Ricciardo en fin de course, qui avait des pneus les plus tendres. Pourtant, Rosberg domina avec brio cette épreuve. En même temps, il accentua son avance sur Lewis Hamilton au classement des pilotes. Malgré un bris de suspension aux qualifications, Sébastien Vettel effectua une belle remontée jusqu'en 5e place, mais cette course a été marquée par un accident de Nico Hülkenberg 50 mètres après le départ du Grand Prix. Mais sinon, en 2017, un des Grands Prix
un des moments forts qui aura marqué la saison 2017, mais aussi l'histoire du Grand Prix de Singapour, c'est la présence de la pluie, mais aussi ce fameux accrochage entre les Ferrari de Sebastian Vettel et de Kimi Raikkonen et la Red Bull de Max Verstappen. Parti en pole, Vettel réalisa un départ correct, mais effectivement s'accrocha avec Verstappen et Raikkonen. Les trois belligérants abandonnèrent avant même l'entame du premier tour. Le retrait de Vettel, combiné à une victoire d'Hamilton, fut le moment faisant pivoter la lutte du championnat entièrement à l'avantage du pilote de Mercedes. C'est lors de cette course que Carlos Sainz et Jolyon Palmer enregistrèrent leurs meilleurs résultats en Formule 1. Sainz sur la Toro Rosso terminait 4e et Jolyon Palmer terminait 6e, mais cette 6e place ce serait le meilleur résultat puisque 2 Grands Prix plus tard, Palmer fut remercié par Renault. Et en 2018, il y a eu ce tour de qualification exceptionnel de Lewis Hamilton. Allez voir son tour sur YouTube. Personnellement, je mettrais son tour de qualification au même niveau que celui de Senna à Monaco en 88. Hamilton a bouclé un tour avec 6 ou 7 dixièmes. Il était 6 ou 7 dixièmes plus rapide que la deuxième place. Et en plus, on sait que le circuit de Marina Bay, c'est un circuit où c'est très serré. Il y a énormément de virages, il y en a 23. Et de rouler comme ça, avec l'humidité, la chaleur, et aussi une légère perte de concentration, parce que il fait chaud quand même, là, il faut rester concentré. Mais avec tout cela, Hamilton a réussi à être dominant et personne ne s'attendait à ce que Hamilton parte en pole position. Or, il fut dominant lors du Grand Prix, mais il a profité aussi d'une excellente stratégie de Red Bull qui leur a permis de finir deuxième grâce à Max Verstappen et Sebastian Vettel, lui, termina troisième. Alors, le Grand Prix de Singapour, pour cette année, on espère qu'il sera à l'image de plusieurs Grands Prix qui auront marqué l'histoire de cette épreuve nocturne, et aussi à l'image des derniers Grands Prix qu'on a eus, qui ont été spectaculaires, qui ont été très bons à leur manière. Alors, qui va gagner ce dimanche, c'est à savoir, mais moi, ce qui est important, c'est qu'il y ait du spectacle. Parlons un peu du circuit de Marina Bay. En l'espace de 2 semaines, la Formule 1 est passée d'un circuit de vitesse pure, celui de Monza, à un tracé très technique, comportant 23 virages, ce qui est beaucoup. Le circuit urbain de Marina Bay est très demandant pour les pilotes. Comme je vous l'ai dit, il y a de l'humidité et il fait très chaud. Donc, lorsque vous allez regarder la course, ne soyez pas surpris si vous voyez quelques pilotes avec des vestes refroidissantes pour garder leur corps à une certaine température. Parce que déjà dans la voiture, il fait très chaud à la base, mais ajouter la chaleur ambiante et l'humidité de Singapour, même si c'est la nuit, ça devient une cocotte minute. Ça devient un four. Donc, les pilotes vont devoir rester concentrés. Ils doivent rester concentrés pendant plus de 2 heures même. En termes de dépassement, les points névralgiques les points importants de cette piste se retrouvent au virage 1, 2 et 3, parce qu'il y a d'abord la ligne de départ arrivée où il va y avoir une zone de DRS, mais il y a aussi le virage 7 qui se trouve après l'enchaînement de 2 petites lignes droites, mais où il va y avoir justement une autre zone de DRS. L'autre zone pour dépasser,
sera le virage 14, qui est en face du virage 8. Donc, c'est là aussi il va y avoir la nouvelle troisième zone de DRS. Donc, c'est un circuit où les dépassements sont vraiment possibles. Avec les zones de dégagement qu'il y a autour de la piste, il y en a un peu plus qu'à Monaco, mais il existe énormément d'endroits où dépasser. Donc les virages 1, 7, 14 aussi, ce sont des points très importants pour dépasser. C'est un circuit de 5,063 km qui se fait en 61 tours. Donc, en principe, ça devrait durer 1h50, voire même 2 heures, parce que c'est sûr qu'il y a une voiture de sécurité. Il y a eu au moins une voiture de sécurité à chaque année, sauf peut-être l'année passée, mais peut-être que vous allez en voir une, que ce soit virtuelle ou réelle. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire que l'année passée, le, le Grand Prix de Singapour, c'était la course la plus rapide de l'histoire du Grand Prix de Singapour de Formule 1. Bien que le circuit de Marina Bay soit visuellement magnifique, il comporte quelques pièges. Il y a le fameux virage 18 qui est un virage qui passe en dessous d'une tribune. Si vous ratez votre freinage, vous pouvez terminer votre course directement dans le mur. Alors, et en plus, c'est pas un endroit pour dépasser. Encore là. Et au cours des 11 éditions singapouriennes, la piste a été modifiée à 4 reprises. L'année dernière, c'était autour des virages 16 et 17, connus pour le fameux Crashgate depuis qu'en 2018, de subir une très légère modification. Il y a aussi eu ce fameux Singapore Sling, qui à la base était une chicane improvisée qui a été enlevée en 2013. Parce que dans cette chicane, il y avait des vibreurs très hauts où on a vu plusieurs pilotes décoller. D'ailleurs, Kimi Raikkonen, lors de la première épreuve, a été prise au piège, a tapé le mur, abandon, et cela a sérieusement mis fin à ses espoirs de se battre pour le championnat. Il y a eu aussi Kamui Kobayashi qui a fait un petit vol plané pour se retrouver dans le mur. Donc en 2013, ce virage a été cette chicane a été complètement effacée pour un simple virage à gauche. Alors, ce qui permet en fait aux pilotes de mieux préparer l'entame de cette partie vraiment sinueuse vers le virage 13, qui est une petite ligne droite, pardon. Et qu'en est-il de la météo? Eh bien, selon les dernières données, il n'y aura pas de pluie. D'ailleurs, les chances de pluie tournent aux alentours de 10 à 20%. Mais il va faire très très chaud. Il va faire 32 degrés pour la journée du vendredi. Samedi, il va faire 33. Et dimanche aussi 33 degrés. Mais ça va être partiellement ennuagé. D'ailleurs, je tiens à dire que si la deuxième séance d'essai, les qualifications et la course vont se disputer dans la pénombre, eh bien, la première séance d'essai, elle, elle débute en fait en fin d'après-midi. Elle débute en fin d'après-midi, puis ensuite, là, on tombe en soirée. La séance de qualification, elle commence à 21h au lieu de 20h. Donc, la température, même en soirée, elle est énormément élevée. C'est sûr qu'une température comme celle-ci, je ne pourrais pas la supporter. Donc, cette fin de semaine, attendez-vous à voir beaucoup d'actions, mais aussi à voir des pilotes qui vont suer énormément et avoir beaucoup de vestes aussi. Donc, voilà, c'était l'histoire du Grand Prix de Singapour.
Et c'est ce qui complète aussi l'épisode numéro 21 du bulletin F1. Je sais que ça a été court, mais la semaine prochaine, on va revenir sur ce Grand Prix de Singapour en espérant qu'il y aura autant d'actions comme on l'a vu en Italie et lors des dernières courses. Je serai accompagné de Brian et de Marc-André, mes acolytes à l'habitude. Si vous voulez nous écouter, les anciens épisodes du podcast sont disponibles sur notre site web bulletinf1.com ainsi que les chroniques, les bulletins de notes et les avant-courses de chaque Grand Prix s'y retrouvent. Si vous voulez nous écouter aussi, nous sommes disponibles sur vos plateformes de podcast préférées. Donc, on est sur Spotify, Apple Podcast et Google Play, entre autres, et sur Balado Québec. Si vous voulez continuer la conversation, on est disponible sur Twitter à le bulletin F1 ou sur notre page Facebook. Vous allez faire une recherche. C'est le bulletin F1 si vous voulez avoir des nouvelles sur la Formule 1. Nos textes vont s'y retrouver aussi si vous voulez les lire, les partager. Évidemment, laissez-nous des commentaires si vous voulez aussi participer au débat. Ça va nous faire plaisir. On ne mord personne. On respecte l'opinion de tout le monde, même si elle est un peu controversée, on la respecte aussi. Alors, passez-le moi à vos amis. Nous, on se retrouve la semaine prochaine pour le retour du Grand Prix de Singapour. On continue toujours de rouler avec les bulletins F1. Et sur ce, passez une bonne journée ou une bonne soirée, peu importe où vous êtes. Salut tout le monde!